Je vais te poser une question. Imagine une seconde, ta famille, tes amis, toutes les personnes que t'as connues, du jour au lendemain, tout le monde disparaît. T'es seul dans un monde qui n'est même plus le tien. Et puis dans ce vide, il te reste une chose, une seule. L'espoir de retrouver la dernière personne qui te rattache à ta vie d'avant. Ton acolyte de toujours, ton meilleur ami, ton frère. Sauf que lui aussi s'est perdu. On l'a transformé, on le traque, personne ne veut de lui. Alors voilà ma question. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour lui? Jusqu'où tirer, juste pour pas le laisser seul? C'est la question qui est posée à Captain dans ce film. Lui, il a fait son choix, mais toi, tu ferais quoi? On continue le compte à rebours Doomsday jusqu'au 18 décembre 2026. On se retrouve tous les vendredis à 18h pour le Projet Card, où on revoit tous les films du MCU. Je te donne plein de détails cachés, les références aux comics et aux autres univers de la pop culture. Et enfin, on analyse et on classe dans une tier list tous les films. La semaine dernière, on rétrécissait avec un cambrioleur qui parle à des fourmis. Et tu te souviens de la scène post-générique, Cap et Falcon qui ont coincé Bucky et qui cherchent de l'aide. Eh bien, aujourd'hui, on y est. Cette aide, elle va arriver, mais elle va couper l'équipe en deux. Voici l'épisode 13 du Projet Card sur le film On ouvre sur une mission à Lagos. Cap, Natasha, Wanda et Sam traquent Brock Rumlow, l'ancien agent double du Shield devenu mercenaire. Ça part en vrille, Rumlow se fait sauter et Wanda essaie de contenir l'explosion en l'envoyant dans les airs, sauf qu'elle l'envoie trop près d'un immeuble plein de civils. Et là, le monde a vu. Des morts, des innocents, encore une fois à cause des Avengers. Le gouvernement décide que ça suffit. On leur présente les accords de Sokovie. 117 pays qui signent un document pour encadrer les Avengers. Plus de missions en solo, plus d'interventions sans autorisation. Et l'équipe commence à se diviser. Tony Stark veut signer, il se sent coupable après tout ce qu'ils ont traversé. L'invasion de New York, la chute de la Sokovie, il a besoin d'un cadre. Steve Rogers, quant à lui, refuse. Pour lui, les mains les plus sûres, c'est encore les leurs. Pendant ce temps, à Vienne, l'ONU se réunit pour ratifier les accords, et une bombe explose. Le roi du Wakanda, T'Chaka, meurt dans l'attentat. Et la vidéo de surveillance désigne un coupable, Bucky Barnes. T'Challa, le fils de T'Chaka, jure de venger son père. Il enfile un costume. Black Panther entre en jeu. Steve sait que Bucky ne tuerait pas comme ça. Il part le retrouver avant la police. Mais Black Panther aussi le retrouve. S'ensuit une course-poursuite entre Bucky, T'Challa et Steve. Jusqu'à ce que War Machine intervienne, les trois sont arrêtés. Steve et Tony discutent, l'un veut convaincre l'autre que sa solution est la meilleure. Et étonnamment, Tony arrive pratiquement à le convaincre. Jusqu'à ce qu'un psychiatre débarque pour interroger Bucky. Et ce psychiatre prononce des mots, une série de mots. Желание. Ржавой. Stop. 12. Et Bucky redevient le soldat de l'hiver, la machine à tuer. L'arme se réveille, se bat contre absolument tout le monde et tente de s'enfuir à bord d'un hélico. Heureusement, Captain est là pour nous offrir son plus beau flex de biceps. Les deux amis s'échappent, Falcon est avec eux, et là, Bucky leur révèle un secret. Ce n'est pas le seul soldat de l'hiver. Il en existe 5 autres, encore plus dangereux. Et tout laisse à penser que ce psychiatre voulait savoir où se trouvaient ces autres soldats. Mais ce psychiatre, justement, c'en est pas un. C'est Helmut Zemo, un homme qui a tout perdu en Sokovie. Sa femme, son enfant, son père, et tout ça à cause des Avengers. Et son plan, pour l'instant, on ne le connaît pas vraiment. On suppose qu'il veut contrôler les soldats pour faire tomber les Avengers. Et ça, c'est quelque chose que Captain ne veut pas laisser passer. Ils se rendent à l'aéroport le plus proche avec quelques alliés. À partir de là, les deux camps se forment. Team Cap, Steve, Bucky, Falcon, Wanda, Hawkeye et un nouveau venu, Ant-Man. Et Team Iron Man, Tony, War Machine, Black Widow, Black Panther, Vision et un gamin du Queens recruté pour l'occasion, Spider-Man. Et ça nous donne le combat le plus attendu de la phase 3, la bataille de l'aéroport. 12 héros qui s'affrontent les uns contre les autres. On découvre Spider-Man en pleine action pour la première fois dans le MCU. Ant-Man qui devient Giant Man, Black Panther qui traque Bucky sans relâche. C'est spectaculaire et pourtant on sent que personne veut vraiment blesser l'autre. Sauf que ça se finit mal. War Machine se prend un tir par accident. Il chute et il en gardera des séquelles. La bataille vient de coûter très cher. Et ça, c'est pas un hasard. Mais Zemo, lui, il s'en fiche de l'aéroport. Pendant que les héros se tapent dessus, ils foncent vers un bunker en Sibérie. C'est là-bas que sont les 5 autres soldats de l'hiver gardés en stase. Tout le monde pense que Zemo veut les réveiller pour s'en servir comme armée, mais non. C'est un piège. Zemo se fiche complètement de ses soldats. Steve et Bucky arrivent à s'enfuir à bord d'un Quinjet pour attraper au plus vite Zemo. Tous les autres de son équipe sont arrêtés et envoyés au Raft, une prison ultra haute sécurité. Et c'est là-bas que Tony comprend l'ampleur du danger. Steve et Tony finissent par se comprendre et se réconcilier à moitié en Sibérie. Et c'est là que Zemo dévoile sa vraie arme, une vidéo.
Une vidéo de 1991. Le soldat de l'hiver qui assassine les parents de Tony Stark, Howard et Maria, tué de la main de Bucky. Et Tony pète un câble, le film se termine sur le vrai combat, pas Avengers contre Avengers, Steve et Bucky contre Tony. 3 hommes brisés dans un bunker. Tony perd, Cap abandonne son bouclier, l'équipe est détruite définitivement. Et Zemo, lui, a gagné, sans lever le poing une seule fois. On a une première scène post-générique, Bucky est cryogénisé au Wakanda et tease Black Panther. Et la deuxième, on a Peter Parker dans sa chambre qui découvre ses nouveaux gadgets. Cette scène tease Spider-Man Homecoming. On va commencer par les fameux mots déclencheurs, ceux qui réveillent le soldat de l'hiver, et il y a une théorie dessus qui a tenu des années. Quand Zemo lit la liste de mots pour réactiver Bucky, il prononce une série de termes en russe. Et 2 d'entre eux ont rendu les fans complètement fous, 17 et Homecoming. Parce que dans la tête de tout le monde, ça voulait dire une seule chose. Spider-Man Homecoming, le film qui sort en 2017. Donc 17 pour l'année et Homecoming pour le titre. Un teasing planqué dans une séquence de torture mentale. Le genre de truc que Marvel adore faire. Sauf que les scénaristes ont démenti. Selon eux, ces mots ont juste été choisis parce qu'ils sonnaient bien à l'oreille. C'était mélodieux et rien de plus. Mais par contre, il y a un mot qui a une vraie importance, le dernier de la liste. En français, ça veut dire wagon de frais. Et le wagon de frais, c'est la dernière chose que Bucky a touché avant de tomber du train. Donc le tout dernier mot qui le transforme en arme, c'est aussi le souvenir du dernier mot où il était encore humain, à côté de son meilleur ami. Et il y a encore mieux, dans les comics, le mot déclencheur de Bucky, c'est Spoutnik. Et Spoutnik, c'était le titre de travail du film, le nom de code de Captain America Civil War avant sa sortie que les réals utilisaient entre eux. Maintenant on avance jusqu'à la mission des Avengers à Lagos. On va parler de Brock Rumlow Crossbones. On le voit au tout début à Lagos avant qu'il se fasse exploser. Et son équipement, ses accessoires de bras qui servent à donner des coups surpuissants, il disparaît pas avec lui. Parce que dans Spider-Man Homecoming, l'équipe du vautour récupère justement ce genre de technologie laissée après les batailles des Avengers. Les restes de Crossbones servent à fabriquer des armes au marché noir. Et c'est exactement les points du Shocker, tout est connecté, même les déchets. Ensuite, parlons du drone de Falcon, Red Wing. Ce petit drone rouge qu'il envoie en reconnaissance. Pourquoi ce nom? Parce que dans les comics, Red Wing, c'est pas un drone, c'est un faucon, un vrai oiseau. Et Sam communique avec lui par télépathie. Marvel a juste transformé l'oiseau magique en gadget technologique. Comme Sam n'a pas de super pouvoir, ça rend plus crédible à l'écran. Et Sam fait une blague en invitant Black Widow à le caresser. Et en parlant de Natasha, elle continue de gentiment se moquer de Falcon pendant le combat. Sur ta gauche, la petite phrase de Steve à Sam dans Le Soldat de l'hiver quand Steve double Falcon encore et encore. Mais il n'y a pas que des références au film précédent. Civil War a eu un énorme arc dans les comics, donc il y a forcément des clins d'œil. Tu te souviens de la femme en colère qui coince Tony Stark dans le couloir au MIT, celle qui lui jette à la figure que son fils est mort en Sokovie à cause des Avengers. Elle s'appelle Miriam Spencer dans le film, et c'est elle le vrai déclencheur, c'est elle qui fait basculer Tony du côté des accords. Dans les comics, ce personnage existe, mais elle s'appelle Miriam Sharp, et son rôle est encore plus gros, c'est elle qui déclenche toute la Civil War des comics. Son fils Damian meurt dans une explosion provoquée par des mutants, une explosion qui tue 600 personnes d'un coup. Et de ce drame naît tout le débat sur le contrôle des super pouvoirs, exactement comme dans le film, mais en plus violent. Mais c'est pas la seule chose tirée des comics. Aux funérailles de Peggy Carter, sa nièce Sharon Carter prend la parole. Even if everyone is telling you that something wrong is something right, even if the whole world is telling you to move, it is your duty to plant yourself like a tree, look them in the eye and say no. You move. C'est un très joli discours, mais il y a un problème de copyright là. Parce que dans les comics, c'est pas Sharon qui le dit, c'est Captain America lui-même. Et il fait ce discours à Peter Parker. Dans les comics Civil War, Spider-Man commence dans la team Iron Man, et puis il change de camp, il rejoint Captain. Ce discours, c'était Captain qui tentait de convaincre Peter de choisir le bon camp. Et d'ailleurs, il finit son discours par « No, you move ». Non, c'est toi qui bouges. Et Captain, justement, quand on lui demande de bouger, il est jamais très réceptif. Move, Captain. Move! D'ailleurs, ça doit être un truc de Captain America de jamais vouloir bouger, parce que dans la voiture juste avant le combat dans l'aéroport, Can you move your seat up? No. Sam, le futur Captain America qui refuse de bouger. Ensuite, il y a d'autres détails sympas. Quand on y retourne au MIT pour son discours, il y a un employé de l'université qui le suit et lui parle d'un projet. Et cet homme, c'est Jim Rash. Si t'as regardé la série Community, tu le connais. Il joue le personnage de Craig Pelton dans la série. Et c'est pas un hasard parce que les frères Russo, avant de faire les plus gros films Marvel, ont réalisé une bonne partie de Community. Donc ils ramènent un des acteurs de leur série. Comme ils l'ont d'ailleurs fait dans Captain America 2 avec Danny Pudi, qui dans la série jouait Abed Nadir, mais qui là était un agent du Shield. Ensuite, on passe à Wanda. Dans sa chambre au complexe des Avengers, regarde bien le décor.
décor. Il y a une photo de Pietro, son frère jumeau, mort dans l'ère d'Ultron. Elle est avec Captain à ce moment-là et elle se confie, elle s'en veut. Dans le fond, juste ici, il y a un globe terrestre tourné précisément vers l'Afrique. Et c'est pas posé au hasard, c'est tourné vers Lagos, l'endroit où elle a causé la mort de civils au début du film. Ça souligne sa culpabilité, dans les tout petits détails que personne voit. Vision interrompt la discussion pour leur dire que Ross est là pour leur parler de quelque chose. Tout le monde est assis mais regarde leur emplacement. Les personnages assis à droite de la table, ce sont exactement ceux qui vont disparaître dans le snap de Thanos dans Infinity War. Et ceux assis à gauche, ce sont ceux qui vont survivre. 2 ans avant Infinity War, le verdict était déjà tombé. Et il y a encore un détail, Tony Stark est placé à gauche, on sait qu'il survit, mais il est tout seul, à l'écart des autres. Exactement comme il sera à l'écart sur Titan dans Infinity War. Seul, loin de tout le monde, quand tout s'effondre. Et plus tu y penses, plus c'est fort. Cette table, c'est la dernière fois que l'équipe est réunie avant la cassure. Et déjà, à ce moment-là, le film te dit qui part et qui reste. Sans un mot, juste avec un placement de chaise. Marvel ne pose jamais une caméra par hasard. Mais parlons de ce pourquoi Ross les a convoqués. Il veut leur faire signer les accords de Sokovie, et ce pour une très bonne raison. Les Avengers causent trop de dégâts, trop de morts du côté civil. Alors on va vérifier, on va faire le compte. D'abord, l'invasion de New York dans Avengers 1. Il est affiché dans le coin de l'écran qu'il y a eu 74 morts et que ça a coûté 88 milliards de dollars de dégâts. Ensuite, dans le Soldat de l'hiver, le projet Insight, 23 morts, c'est moins lourd, mais par contre 208 milliards de dollars. Et oui, 3 héliporteurs, ça va coûter un peu cher. Ensuite, dans l'ère d'Ultron, la destruction de la Sokovie. Ici, on compte 177 morts et 474 milliards de dollars de dégâts. Et Lagos, l'élément déclencheur de ce film, 26 morts et 14 millions de dollars. Au total, on compte environ 300 morts sur toute leur mission. 300 morts sur des années de combat contre des dieux, des robots et des invasions extraterrestres. Maintenant, je vais te donner un point de comparaison et c'est moins drôle. On va parler du monde réel. Entre 2010 et 2024, on estime la moyenne des morts civiles dans les guerres autour de 8900 par an. Et rien que sur l'année 2025, on tourne autour de 75 000 morts dans le monde à cause des conflits. 75 000. Les Avengers sur toute leur carrière, ils sont à 300. Et le truc qui dérange le plus, celui qui a tout déclenché, Lagos. La mission qui a causé le moins de morts et le moins de dégâts de toute la liste. 26 morts, c'est ce qui a fait signer 117 pays. Bon, c'est le cumul de tous les autres événements et surtout la Sokovie en vrai. Mais du coup, on comprend mieux le vrai message du film. Les accords de Sokovie, c'est pas vraiment une question de sécurité. C'est un prétexte, un moyen pour les gouvernements de mettre la main sur les Avengers, de les contrôler. Parce que si c'était vraiment une question de chiffres, on encadrerait d'abord les vraies catastrophes. Entre 300 morts pour sauver la planète et 8900 en moyenne par an pour des conflits entre pays, le problème, c'est pas les Avengers. Ce qui dérange vraiment le gouvernement, c'est pas le nombre de victimes. C'est l'idée qu'un groupe de gens surpuissants puisse agir sans rendre de compte à personne. Et c'est exactement ce que Steve avait compris. Les mains les plus sûres, c'est encore les leurs. On revient sur du détail et cette fois je vais te montrer les incohérences. Parce que ce film est génial, mais il a quelques trucs qui passent vraiment inaperçus quand tu fais pas gaffe. On a la scène où Tony part recruter Spider-Man. Peter Parker, un gamin de 16 ans. Mais si on y réfléchit bien, il y a un petit problème de cohérence. Pourquoi Tony s'oppose à Steve? À cause des accords de Sokovie. Et pourquoi il signe les accords? Parce qu'une mère, Miriam Spencer, l'a tenu responsable de la mort de son fils en Sokovie. Un jeune garçon studieux qui avait un avenir brillant devant lui, mais qui a tout perdu à cause des agissements des Avengers. Donc Tony se range du côté de la sécurité, de la protection. Et juste après, il va chercher un enfant de 16 ans pour le balancer dans un combat contre Captain America, Falcon, Bucky et Ant-Man. Le héros qui pleure la mort d'un jeune homme remet la vie d'un autre jeune homme en jeu, dans le même film. C'est une contradiction énorme et personne semble vraiment en parler. Mais il y a peut-être une raison pour que Tony le recrute. Il a compris qu'il avait quelque chose en lui. Look, when you can do the things that I can, but you don't, and then the bad things happen, they happen because of you. Il sous-entend que quand t'as de grands pouvoirs, t'as de grandes responsabilités. Cette phrase culte de Spider-Man, on l'entend jamais clairement dans le MCU. Faudra attendre No Way Home des années plus tard, dans la bouche de Tante May. You have power. And with great power, there must also come great responsibility. Marvel a fait patienter cette réplique pendant tout ce temps pour la sortir au bon moment. Plus tôt dans le film, on a Zemo qui interroge un ancien agent d'Hydra. Pour le faire parler, il lui met la tête en bas dans un évier rempli d'eau. Sauf que si tu regardes bien, son nez dépasse au-dessus du bord de l'évier. Donc techniquement, le mec peut respirer. Impossible de noyer dans cette position. Et ensuite, quand il se noie dans la scène suivante, il a magiquement le nez sous l'eau. Mais toujours pas la bouche. Enfin là, faut faire un effort juste. Alors c'est une petite incohérence de mise en scène, mais une fois que tu l'as vu, tu vois plus que ça. Ensuite, on a la fameuse course-poursuite entre Cap, Bucky et Black Panther. War Machine débarque et les arrête net. Et sur l'armure de Rhodey, si tu fais un arrêt sur image, tu peux voir un petit compteur. Des têtes de robots Ultron dessinées sur l'armure. Alors c'est pas du tout en l'honneur d'Ultron, justement c'est tout le contraire. C'est un kill count comme sur les avions de chasse. Ça montre combien de bots il a détruit pendant l'ère d'Ultron. Le mec est fier de son score. On enchaîne sur le combat de l'aéroport et ce moment c'est un nid à référence. Surtout pour les fans de comics et de Star Wars. Comme par exemple le moment où Ant-Man monte sur une flèche de Hawkeye pour se faire propulser.
Ce plan, c'est pas une idée sortie de nulle part, c'est la reconstitution exacte de la couverture du numéro 223 des Avengers. Ant-Man et Hawkeye exactement dans les mêmes positions. Ensuite, quand Ant-Man devient Giant Man et que les héros essaient de s'en débarrasser, Spider-Man a une idée. Il tisse ses toiles autour des jambes du géant et tourne autour pour le faire chuter. Et il le dit lui-même, il fait référence à une technique vue dans l'Empire contre-attaque. Hey guys, you ever see that really old movie? Empire Strikes Back? Celle de Luke Skywalker contre les marcheurs impériaux, les fameux AT-AT. Les câbles enroulés autour des pattes pour les faire s'écrouler. Et d'ailleurs, la semaine dernière, dans Ant-Man, on avait déjà un clin d'œil à Star Wars. Et étrangement, c'était en rapport à la même scène que celle-ci. Je te laisse aller voir ma vidéo sur Ant-Man si tu l'as pas vu. Après le combat à l'aéroport, tous ceux qui ont aidé Captain se font arrêter. Tony leur rend visite et à un moment, Hawkeye appelle Tony The Futurist. The Futurist is here! Dans les comics, c'est le surnom de Tony Stark, le visionnaire, celui qui voit toujours l'avenir. The Futurist, c'est aussi le titre d'un album de musique. Mais l'artiste, c'est pas n'importe qui. C'est RDJ lui-même. Iron Man a sorti un album au début des années 2000, et il est franchement pas fou. On remonte un peu en arrière, lorsque Zemo assassine un psychiatre pour prendre sa place, il laisse le corps sans vie du vrai docteur, le docteur Broussard, dans une baignoire. Et cet homme, c'est Joe Russo, le co-réalisateur du film en personne. Les Russo sont connus pour apparaître souvent dans leurs propres films. Mais c'est surtout Joe Russo qui kiffe ça. On s'approche de la fin du film et surtout le combat final. Le vrai combat du film, c'est pas l'aéroport, c'est la Sibérie, Steve et Bucky contre Tony. Et à un moment, Captain et Tony se font face. Le bouclier contre les rayons des répulseurs. Ce plan précis, c'est la reconstitution exacte de la couverture de Civil War numéro 7, le comics original. Cap et Iron Man face à face dans la même position. Marvel a transformé une couverture iconique en image de cinéma. Ensuite, écoute Steve pendant le combat, il répète une phrase. I could do this all day. Je peux faire ça toute la journée. C'est sa réplique, celle qu'il sort depuis le premier Captain America, quand c'était encore un petit gringalet qui se faisait tabasser dans une ruelle et qui se relevait quand même. I could do this all day. Il l'a dit dans le passé et il l'a redit ici, brisé contre son ami. Maintenant, le caméo de Stan Lee. À la fin, un livreur FedEx arrive au complexe des Avengers avec un colis. Are you Tony Stank? Et il cherche le destinataire, Tony Stank. Stank, pas Stark, il écorche le nom. Alors la blague en français marche pas aussi bien, mais ça veut dire Tony le puant, en gros. Et Stan Lee, il a livré un colis spécial pour Tony. Un téléphone pour contacter Steve en cas de besoin. Ce même téléphone qu'il a dans Infinity War et qu'il a hésité à utiliser. Et justement, parlons du tout dernier plan sur Steve. À la fin, on le voit dans l'ombre, sans son costume, sans son étoile, sans ses insignes de Captain America. Il a abandonné le bouclier, il a abandonné l'identité. C'est l'annonce de ce qu'il devient dans Infinity War. Un homme sans pays, un fugitif. Dans les comics, ce statut a un nom, nomade, l'homme sans patrie. Le Captain America qui a renoncé à son drapeau. Tout est déjà là dans ce dernier plan dans le noir. Et c'est maintenant que ça devient intéressant, parce que Civil War, c'est pas juste un film de la phase 3, c'est le brouillon d'Avengers Doomsday, le modèle sur lequel va se baser tout le film de Dr. Doom. Et la première raison, elle est évidente, les réalisateurs. Civil War, c'est les frères Anthony et Joe Russo, les mêmes qui ont fait Winter Soldier, les mêmes qui ont fait Infinity War, les mêmes qui ont fait Endgame, et les mêmes qui réalisent Doomsday. Donc quand on cherche des indices sur ce que va être Doomsday, le meilleur endroit où chercher, c'est leurs anciens films. Et Civil War est sans doute le plus parlant de tous. Premier indice, le plan de Zemo. C'est le mode d'emploi de Dr. Doom. Réfléchis à ce que Zemo a réussi à faire. Il est le seul méchant du MCU à avoir vraiment battu les Avengers. Pas avec des pouvoirs, pas avec une armée, pas avec une pierre, juste avec de la manipulation. Il a réussi à les avoir de l'intérieur. Et Dr. Doom joué par RDJ pourrait suivre exactement ce modèle. Pas attaquer les héros de face, les pousser à s'affronter entre eux. Manipuler les différentes factions pour qu'elles se déchirent toutes seules. Et il y a une autre ressemblance, la motivation. Zemo agit par vengeance. Il a perdu sa famille en Sokovie à cause des Avengers. Et une théorie suggère que Doom pourrait avoir une origine similaire. Il aurait perdu sa famille, peut-être sa fille et sa femme, dans une incursion causée par l'un de nos héros. Et cet héros, on le connaît bien. Est-ce que tu te souviens de ce qu'on disait sur l'épisode de Captain America 2 ? Le choix de Steve Rogers de rester dans le passé à la fin d'Endgame. Ce choix égoïste a peut-être créé une incursion, une fracture dans le multiverse. Et de cette fracture pourrait naître la rancune de Doom, comme Zemo qui agissait depuis l'ombre en déstabilisant des pays sans se montrer. Doom commencerait pareil, en convainquant une partie des héros que sa solution est la seule logique. Ensuite, ce qu'on a pendant tout le film, l'idéalisme contre le pragmatisme. C'est le cœur de Civil War, et ça va être le cœur de Doomsday. Dans ce film, Tony est le pragmatique, il faut qu'on soit encadré. Et Steve est l'idéaliste, les mains les plus sûres, c'est encore les nôtres. Et bien Doom, ce serait Tony poussé à l'extrême. Il va proposer une solution scientifique, logique, froide pour sauver le multiverse. Comme par exemple détruire 50% des planètes pour stopper les incursions. Comme Thanos et son claquement de doigts. Sauf qu'ici, c'est présenté comme la solution rationnelle. Et ça va horrifier Steve Rogers, l'optimiste. Celui qui croit encore qu'on peut sauver tout le monde. Mais il y a un piège émotionnel terrible. Doom a le visage de Tony Stark. Steve va devoir affronter un ennemi qui ressemble trait pour trait à son ami mort. Lui sera déstabilisé, brisé de revoir ce visage. Mais Doom, lui, vient d'un autre univers.
univers. Il n'a aucun lien avec Steve, aucun souvenir, aucune affection. C'est le combat le plus cruel possible. Et c'est exactement la dynamique Steve-Tony de Civil War. Dans ce film, on a aussi Reed Richards. Il serait le nouveau Bucky. Dans Civil War, qui casse l'amitié entre Steve et Tony? Bucky, le point de rupture, l'homme au centre. Celui pour qui Steve refuse de céder. Et Bucky était du côté de Steve. Et dans Doomsday, ce rôle de pivot pourrait revenir à Reed Richards, Mr. Fantastic. Parce que Reed et Doom, dans les comics, c'est une relation immense, complexe, pleine d'histoire et de rancune. Et là où Bucky était du côté de Steve, Reed pourrait être du côté de Doom. Et Reed, c'est un esprit logique, un scientifique pur. Il pourrait être tenté au début par les solutions de Doom, avant de réaliser que ce plan est une horreur et de basculer. Ce serait le déchirement entre la logique et l'idéalisme, le même auteur que Civil War, mais avec les 4 fantastiques au milieu. Passons maintenant à la structure du film. Les frères Russo ont une compétence unique, gérer un casting énorme sans perdre le spectateur. Dans Civil War, ils prennent une douzaine de héros et ils les divisent en petites factions, chacune avec une motivation claire. On l'a revu dans Infinity War, des petits groupes éparpillés, chacun avec son objectif. Et c'est exactement ce qu'il faut pour Doomsday, parce que là il faut intégrer les 4 fantastiques et les X-Men et les Avengers et les Thunderbolts sans que ça parte en bouillie. La méthode Infinity War, c'est la seule qui peut tenir ce nombre de personnages. Et enfin, les conséquences. Civil War, c'était les conséquences de la Sokovie, du passé. Doomsday, ce sera les conséquences poussées à l'extrême, celles d'Endgame, des voyages dans le temps et des incursions, jusqu'à la destruction de la réalité et la création de Battleworld. Et si on suit la logique des Russo, Civil War se terminait par une séparation amère, une équipe brisée. Doomsday devrait se terminer encore plus mal, de façon tragique, apocalyptique. Peut-être même pire que la fin d'Infinity War. Donc tout ce qui rend Doomsday terrifiant sur le papier, on l'a déjà vu fonctionner ici. Civil War, c'est le plan en miniature. Bon, maintenant le verdict. Et il faut dire la vérité sur ce film, sur le papier, c'est même pas vraiment un Captain America. C'est un Avengers 2,5. On a Iron Man, War Machine, Black Widow, Vision, Scarlet Witch, Falcon, Hawkeye, Ant-Man et en plus l'arrivée de Black Panther et de Spider-Man. C'est un casting de film Avengers complet, posé dans un film qui porte le nom d'un seul homme. Et normalement, ça devrait exploser en plein vol. Trop de personnages, trop d'enjeux, trop de tout. Sauf que non. Parce que malgré ce casting de dingue, le film n'oublie jamais qu'il raconte avant tout l'histoire de Steve Rogers. Tout tourne autour de lui, de Bucky, de son refus de céder, de son amitié qui passe avant le monde entier. Et c'est ça qui rend le film si fort. Il jongle avec une dizaine de héros et il reste quand même un film intime, personnel. Et c'est pour ça que la trilogie Captain America est aussi réussie. First Avengers nous présentait l'homme du passé, Winter Soldier en faisait un homme hors du temps, et Civil War le pousse au bout, jusqu'à lui faire choisir entre son ami et son équipe. 3 films, une seule trajectoire, du soldat loyal au fugitif sans drapeau. Une trilogie pratiquement parfaite, et c'est rare ça chez Marvel. Et c'est encore plus impressionnant quand tu te rappelles ce que ce film aurait pu être. Un crossover bordélique, un défilé de caméos, un truc qui sert juste à placer Spider-Man et Black Panther sur l'échiquier. Il aurait pu être un produit, un trailer de 2 heures pour la suite, et au lieu de ça, c'est un drame, l'histoire de 2 amis qui se brisent. Une amitié qui ne se répare jamais vraiment, même dans Endgame. C'est ça la prouesse, réussir un film d'équipe géant tout en racontant l'histoire la plus intime de la saga. Pour moi, ce film se classe en rang A, un Avengers déguisé qui n'a jamais perdu de vue son héros et qui clôt une des meilleures trilogies de toute la saga. Et toi, tu le mets où, Captain America Civil War, dans ta tier list? Mais surtout, je veux ton avis sur la vraie question du film, Team Cap ou Team Iron Man. Donne-moi ton camp en commentaire et explique-moi pourquoi, j'ai hâte de lire ça. Like et partage la vidéo si ça t'a plu, ça aide énormément la chaîne. La semaine prochaine, on change complètement de dimension. On quitte la politique, les accords et les trahisons, et on entre dans le surnaturel, le mystique, la magie. Un chirurgien arrogant qui perd l'usage de ses mains, et qui va découvrir qu'il existe bien plus que ce que la science peut expliquer. Des reflets de réalité, du voyage dans le temps, et une cape qui a plus de caractère que la moitié du casting. Doctor Strange, vendredi 10 juillet à 18h. Alors, abonne-toi, active la cloche, et à plus.